Chers amis de Merta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série de Merta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage de Merta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Kursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Merci d'être avec nous ce matin, Régis, et on voulait revenir avec vous, et on vous voit désormais. Eh bien, voilà, on est chanceux ce matin. Oui, ce matin, on voulait parler avec vous évidemment de ce sommet arabe qui aura lieu à Riyad le 20 février, donc dans 3 jours. C'est pour traiter du plan que Donald Trump propose pour Gaza. On va revenir sur ces propositions, vous allez nous les expliquer, même si on les a déjà un peu traitées à notre antenne. Et puis il semblerait que la France ait du mal à gratter sa place à ce sommet, Régis. Oui, enfin, si vous voulez, c'est un petit peu la conséquence de la tornade Trump qui s'est abattue non seulement sur les États-Unis avec cette élection et tout ce que ça va changer là-bas, mais aussi dans les relations internationales. On sait que Trump est décidé à mettre le paquet et sur Gaza et sur l'Ukraine et qu'il a l'intention de ne pas perdre de temps. Vous vous rendez compte, ça fait même pas 15 jours qu'il est élu et déjà on a cette cascade d'annonces, ce plan de paix pour l'Ukraine qui laisse un petit peu tout le monde, y compris alors ses ennemis évidemment, mais surtout les alliés des États-Unis et en particulier l'Europe qui a du mal, comme vous l'expliquiez, avec la question du sommet de Riyad pour la France, qui a du mal à trouver une place aujourd'hui, puisqu'en fait, ce que semble dire Trump aux Européens, tous les Européens confondus, à la fois l'Union européenne, mais aussi l'Angleterre, l'Allemagne, la France, quoique l'Allemagne, c'est vraiment le maillon faible, on dira, de cette Union européenne. On pourra revenir sur pourquoi les États-Unis aimeraient, par exemple, que l'AfD soit élu en Allemagne, parce que ça irait évidemment beaucoup plus, ça serait plus en accord avec leur politique et ce qu'ils se comptent faire bientôt, mais ça torpillerait également l'Union européenne. Et là, on sent bien que les leaders européens sont tous pris de court, pris au dépourvu. On voit les réactions. Jean-Noël Barrot, par exemple, Ursula von der Leyen qui propose déjà un plan pour augmenter les budgets de la défense des pays européens. Vous savez que c'est une sommation que leur a fait Donald Trump, c'est-à-dire que l'aide américaine à l'Europe, la sécurisation, on va dire, du monde occidental, eh bien, sera désormais corrélée avec l'apport que feront les pays d'Europe à leur propre défense. C'est-à-dire que Donald Trump a dit c'est terminé maintenant, les États-Unis ne vont plus payer la sécurité pour tout le monde et donc nous force, si vous voulez, à la fois à augmenter nos budgets, mais également à prendre en main le destin de l'Ukraine et à financer ce qui va rester de l'Ukraine après le plan de paix. Donc pour ce qui est du sommet de Riyad, on va dire c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les Européens n'ont pas voix au chapitre. On a vraiment l'impression que ça va être les pays arabes, Israël et les États-Unis. Et donc, ce qu'on peut préfigurer dans ce qui va se passer, alors c'est pas sûr que Trump arrive à ses fins, mais en tout cas que ça va s'organiser globalement autour d'Israël et des États-Unis, avec peu de voix au chapitre aux autres partenaires, aux partenaires historiques normalement dans ces négociations. Alors, Donald Trump, ce qu'il prévoit de faire, c'est quand même de faire presque main basse sur Gaza. Il veut transformer ça en une espèce de station touristique. Il a expliqué qu'il avait des plans d'immobilier, même sur zone. Est-ce que ce serait pas une bonne chose, justement, que la France et l'Union européenne restent en dehors de ça? Parce qu'on imagine que ça peut quand même provoquer quelques frictions, ces visées de Donald Trump. Oui, et puis l'idée on va dire, de faire partir 2 millions de Palestiniens dans un premier temps pour les reloger. Alors on ne sait pas très bien, si vous voulez, le plan de Trump a tellement choqué le monde que dans les détails, pour le moment,
il n'est pas très clair ni très concret. Il a fait pression, on le sait, sur le roi Hussein de Jordanie pour tenter d'accueillir un certain nombre de Palestiniens. Et sur les 2 millions de Gaza, on sait que le roi, pour le moment, a accepté de prendre des enfants qui avaient été blessés et d'en prendre un certain nombre, mais ça reste très, très limité. Quant à l'Égypte, pour le moment, c'est une fin de non-recevoir. Donc, sur le plan de Trump, c'est de dire faire sortir les Palestiniens de Gaza. Pourront-ils ou non revenir plus tard? D'après ce que Trump avait dit, c'est non. Donc, c'est un petit peu confus. Quelle va être la finalité de la gestion territoriale d'un territoire de 360 km² comme Gaza par les États-Unis, puisque ce qu'entend bien faire Trump, c'est y appuyer une autorité américaine et non pas que ce soit Israël qui reprenne le territoire. Donc, pour le moment, c'est des idées qui ont été lancées par Trump. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est évidemment pas du tout une approche géopolitique classique. Trump est habitué à tordre les mains de ses adversaires et de ses alliés. Et là, je pense que quand on l'a vu annoncer ça, c'était lors d'une conférence de presse il y a 2 semaines avec Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Même Netanyahou a été surpris, a semblé ne pas être totalement au courant du fait que Trump comptait s'emparer de la bande de Gaza et en gros proposer d'en faire ce qu'il a dit la Côte d'Azur, une sorte de promenade des Anglais bis. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va s'articuler. Évidemment, le gros bailleur de fonds de tout ça espère Trump, et visiblement il y a des signes qui montrent que ça va aller dans ce sens-là, ça va être l'Arabie Saoudite, parce que c'est le pays qui a les moyens financiers pour opérer une reconstruction à la fois à Gaza, mais pas seulement, en Syrie également. C'est vraiment le grand argentier qu'on attend dans le coin, et on sait que Donald Trump a d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite. C'est même avec elle qu'il avait, et avec Israël évidemment, noué les accords d'Abraham. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être le plan de départ, vont être ces accords qui vont évidemment être amendés sur le cas de la Palestine. Voilà. On comprend que si c'est Israël qui reprenait la main sur la bande de Gaza, ça serait probablement signer un papier pour reconduire le conflit d'ici quelques mois ou années, et ça n'aurait pas de fin. Néanmoins, est-ce que le fait que ce soit les États-Unis qui s'en chargent, c'est pas un petit peu la même chose? Enfin, on sait quand même, dans l'imaginaire collectif dans ces zones-là, les États-Unis n'ont pas vraiment bonne presse non plus. Tout à fait. Et déjà, il y a une contradiction dans cette idée d'acquérir la souveraineté américaine sur Gaza par rapport à ce que Trump a promis dans sa campagne, c'est-à-dire de ne pas s'impliquer davantage dans des conflits au bout du monde pour lesquels le peuple américain, l'opinion américaine en a ras-le-bol. Et donc, ça voudrait dire quoi? S'il doit s'opérer l'exil de 2 millions de Palestiniens de Gaza, j'imagine que le Hamas ne va pas laisser les choses se faire et qu'il va y avoir des combats. Et quand on sait qu'Israël a combattu le Hamas pendant plus de 10 mois à Gaza, causant justement la mort d'environ 40 000 personnes et les destructions massives, il y a à peu près seulement 20% aujourd'hui de Gaza qui est intact. Donc c'est énorme, 80% de destruction. Et donc, et les gens évidemment s'accrochent à leur bout de terre, à leur bout de gravat, on va dire. Donc les faire partir, ça ne va pas être une affaire commode, surtout s'il n'y a pas consensus. Et ça veut dire la fin politique du Hamas, qui a fait de Gaza, évidemment, son territoire d'expansion depuis janvier 2007 et les élections législatives qu'il avait remportées. Et donc c'est évident que quand on voit à chaque sortie d'otages palestiniens une démonstration de force du Hamas avec environ 300 militaires de l'organisation cagoulée, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hamas entend bien dire nous sommes toujours les maîtres à Gaza et nous entendons le rester. Donc ça, c'est déjà une épine dans le pied par rapport à un tel plan. Parce que comment faire sortir 2 millions de personnes? Encore faut-il que ces 2 millions de personnes soient d'accord pour partir. Bref, tout ça semble insondable et semble totalement irréaliste. Mais Trump semble vouloir aller de l'avant aussi sur ce plan. Et en tout cas, pour l'aide à la reconstruction, l'aide financière, il va devoir compter évidemment sur les pétromonarchies du Golfe, et en particulier l'Arabie Saoudite, je le disais. Et donc, on va voir comment les choses vont se mettre en place. Mais il est clair que là, comme sur l'Ukraine, c'est évidemment éminemment plus douloureux. Ce nouveau chapitre de l'histoire du Moyen-Orient s'écrira, hélas, sans l'Europe, sans la France, sans l'Angleterre, sans des puissances qui, jusqu'à présent, avaient leur mot à dire, ou en tout cas étaient dans les négociations, dans cette diplomatie. Et peut-être même sans les Gazaouis.
Et peut-être même sans les Gazaouis qui n'ont pas voix au chapitre, mais encore une fois, je vous le dis, ça paraît extrêmement difficile d'imaginer une sortie des quelques 2 millions d'habitants de Gaza, de la bande de Gaza, avec le Hamas toujours aux commandes. Il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que les Palestiniens se sont installés au Liban, ça a donné lieu au Hezbollah, qui est une vérole pour les Libanais. Donc évidemment, l'Égypte et la Jordanie n'ont aucune envie d'avoir 2 millions de Palestiniens chez eux pour avoir droit au même traitement. Il y a aussi la manière dont Trump tord le bras de ses alliés, vous le disiez tout à l'heure, avec notamment l'Égypte qu'il subventionne militairement. Et on a surtout l'impression que, comme d'habitude, Trump dit n'importe quoi en posant la barre tellement loin que n'importe quel accord, même pourri, apparaîtra comme une victoire. Parce qu'une fois qu'il aura décidé que Gaza ne serait pas une Riviera, une fois qu'on aura décidé que les Égyptiens ne prendront pas les Palestiniens, il y aura je ne sais pas quoi, et Trump pourra fanfaronner en expliquant que c'est grâce à son habileté diplomatique hors pair qu'il a obtenu je ne sais quelle concession de la part des Palestiniens. Et par ailleurs, vous avez souligné que l'Angleterre et la France ne sont plus dans le coup. C'était eux qui, au début du XXe siècle, avec les accords Sykes-Picot, avaient prétendu faire en sorte de dessiner le Moyen-Orient. Là, on a plutôt l'impression que Riyad va enfin réussir à constituer son grand empire saoudien, son grand empire arabe. Oui, alors je peux rajouter 18 questions en plus, si vous voulez, Régis. Non, il n'y a pas de souci. Je mettrai un petit bémol juste sur la naissance et le développement et le déploiement du Hezbollah. Il n'est pas directement lié à la cause palestinienne, même si l'invasion du Liban Sud par Israël était en effet dans cet objectif justement de s'attaquer à l'OLP, ou en tout cas à l'époque justement de mettre en fuite l'OLP. Et donc il y avait une origine, si vous voulez, mais le Hezbollah, ce sont des chiites qui sont d'abord originaires du Liban et qui ont résisté à cette occupation israélienne au Liban Sud. Et donc on les a appelés, c'est comme ça que c'est né. Donc c'est pas directement la question. C'est pas parce qu'on a importé des Palestiniens qu'il y a eu le Hezbollah dans ce cas. Maintenant, en effet, en Jordanie, il faut rappeler que environ un tiers de la population est d'origine palestinienne, que la reine Rania est elle-même palestinienne. Donc, il y a effectivement de forts liens entre les Palestiniens de la Narba, c'est-à-dire ceux qui sont partis après la création de l'État d'Israël et qui se sont installés en Jordanie, et puis que la Cisjordanie, effectivement, est à côté. Donc, on est dans un environnement où il y a eu beaucoup de Palestiniens qui se sont installés. Il y en a aussi qui se sont installés en Syrie. Pour ce qui est de l'Égypte, c'est très différent. Et ça, vous avez raison de le souligner sur les plans grandioses de Trump. L'Égypte ne peut pas accueillir la population de Gaza parce que la population de Gaza est sous obédience, on va dire, du Hamas. Et le Hamas est un mouvement lié directement à une émanation des frères musulmans. Et donc, les frères musulmans, ce sont eux qui, d'abord, ils sont nés en Égypte, ils en ont été chassés. Leur fondateur, Hassan Banna, a fondé ce mouvement dans les années 1920, donc sur les berges du Nil. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les frères musulmans ont voulu prendre le pouvoir. Ils ont assassiné Anwar el-Sadat. Donc, Mohamed Sissi, aujourd'hui, ne peut pas dire oui, je vais accueillir des gens qui ont assassiné mon prédécesseur et qui vont quelque part, ou qui risquent de fomenter une guerre civile chez moi. Donc là, ce genre de détails-là, qui sont évidemment d'une importance considérable, échappe complètement aux yeux de Trump, qui apparaît comme un entrepreneur qui voit un tas de cailloux, il voit du soleil, il voit la mer, il se dit tiens, là on pourrait construire des yachts, on pourrait construire des villas, des casinos, etc. C'est exactement la façon dont Trump voit les choses. Il imagine que l'alpha et l'oméga du bonheur, c'est le casino. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Et que tout individu vivant sur Terre, normalement, naturellement, sera attiré lui aussi par ce bonheur-là. Mais vous avez raison, l'objectif de Trump, qui n'est pas totalement naïf, même si il a une vision très américano-centrée du monde, c'est quelqu'un qui envisage effectivement de choquer, de prendre son adversaire et ses alliés, on le voit, peut-être même plus ses alliés que ses adversaires actuellement, à la gorge, de façon à imposer son tempo, même si, et puis c'est expliqué très bien dans son livre L'art du deal, c'est-à-dire qu'à un moment, ça veut dire, voilà, moi je mets le curseur là,
je propose ça, qu'est-ce que vous proposez? Et au milieu, évidemment, on s'entend et on fait un deal. C'est comme ça que Trump envisage les choses. C'est comme ça aussi qu'il les envisage pour l'Ukraine et pour pas mal de conflits, pas mal de choses sur la planète. Donc on va voir comment les choses s'articulent, mais en tout cas, il a l'intention d'aller très très vite. Il faut savoir que aussi, d'un point de vue de l'arithmétique électorale, il a 2 ans devant lui avec une chambre qui lui est favorable, un Sénat qui lui est favorable. Il n'est pas sûr que si les choses se passent moins bien pour lui, actuellement sa cote de popularité est à 53% contre 47%. Donc pour le moment les choses vont bien, mais il y a les élections de mi-mandat dont il est traditionnel que l'équipe au pouvoir les perde. Donc il a 2 ans. Et en ces 2 ans, il a l'intention de développer et d'appliquer ses promesses de campagne. Ce qui est très intéressant, c'est à part, évidemment, il n'a pas évoqué Gaza comme la Côte d'Azur pendant sa campagne, mais pour beaucoup de choses, c'était des choses, et notamment pour l'Ukraine, c'était des choses qu'il avait dites dans tous ses meetings, sur le fait que les Européens paieraient pour la sécurité de l'Ukraine, que les Américains allaient arrêter de payer, que potentiellement on retirerait les troupes américaines d'Europe. Ça a été redit par J.D. Vance, ça a été redit par Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense aussi. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, son programme est en train d'être appliqué et que jusqu'à l'époque où il le claironnait devant des centaines de milliers de partisans aux 4 coins des États-Unis, simplement, on n'écoutait pas. Je pense qu'on s'imaginait que Trump allait être battu aussi. On s'est tous engouffrés, tous presque. Hein, nous, on avait fait une couverture avec Trump, une couverture Omerta avec Trump, l'Empire contre-attaque, dès septembre l'année dernière. Donc, à partir du moment où il y a eu les menaces, les tentatives d'attentat sur lui, pour moi, Trump est rentré dans une autre dimension et les Américains ensuite ont adhéré, même s'il avait déjà un public assez large à l'époque. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'application stricto sensu de ce que Trump a dit qu'il ferait. Trump applique ce qu'il a dit qu'il ferait. Il le fait en faisant face à une opposition interne. Vous avez parlé des équilibres politiques. Il faut aussi voir les gouverneurs des différents États. Donc, les États démocrates sont en train de résister. Et donc, l'ensemble des décrets qu'il a signés, je crois qu'il en est à une 50aine aujourd'hui, commencent à être contestés devant les tribunaux. Donc, il y a cette espèce de stratégie de la déclaration, ce qui fait que les gens qui ont l'habitude de s'indigner sont obligés d'indignation chaque matin. Mais à côté de ça, en dessous, il y a le fait que beaucoup des décrets qu'il a pris, en fait, ne pourront pas être appliqués à court terme. Oui, en effet, mais c'était prévu quelque part que quelqu'un comme Gavin Newsom laisse les coups des franches à Donald Trump pour régler la question migratoire en Californie. C'était un peu quelque chose qui était prévisible. Je pense que l'équipe Trump a mis ça dans son nouveau logiciel, dans le nouveau logiciel américain qu'elle entend utiliser aujourd'hui. Il est quand même assez notoire que pendant la première administration, il faut souvent s'en référer à ce que Trump a fait pendant son premier terme, et notamment sur la question, puisqu'on parle de la Californie, c'est surtout la question migratoire qui vient à l'esprit. Pendant le premier terme de Donald Trump, le simple fait d'avoir dit qu'il allait construire un mur, si vous vous souvenez, et de commencer à le construire, avait suffi à dissuader beaucoup de candidats à l'immigration aux États-Unis, puisqu'on était tombé, je crois, en 2020, à 400 000 immigrés clandestins qui étaient rentrés aux États-Unis. Quand Joe Biden a été élu, donc l'année 2025, environ 2 millions de clandestins sont rentrés aux États-Unis. Donc il y a à la fois le côté, on renvoie les clandestins, le message est lancé. Maintenant, évidemment, ça va être, les États-Unis sont un État de droit où il y a une constitution, il y a des règles, et donc on peut contester devant les tribunaux, et c'est ce que certains vont faire. Maintenant, il y a quand même une chose qui est très intéressante avec ce qui se passe en ce moment, c'est le primat de l'exécutif, c'est-à-dire Donald Trump décrète des choses et agit. Le problème, c'est vraiment le négatif de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Dans notre pays, on a un président qui théoriquement et donc, on est dans une forme de régime ou de gouvernement en France qui est avec un exécutif fort, avec un président qui a une autorité. Là, on a un président qui est incapacité parce qu'il n'a plus de majorité, et on a un gouvernement qui lui-même ne tient qu'à un fil,
donc qui ne peut engager de vastes réformes. Or, il y a une exigence des Français et on va rester encore 20 mois sans réellement pouvoir faire les choses. Et quand on voit comment Trump arrive à débloquer la situation rien qu'avec un décret sur l'immigration, en commençant justement à dire, voilà, nous allons commencer des déportations au jour numéro 1 de mon investiture, eh on a déjà vu qu'il a réussi à faire plier des pays. L'exemple de la Colombie est assez manifeste. C'est-à-dire que vous avez un président colombien qui est quand même très marqué à gauche, voire marxiste, qui refuse l'atterrissage d'avions transportant des clandestins d'origine colombienne. Eh bien, Trump parvient à faire céder ce gouvernement qui a finalement accepté de prendre ces clandestins. Tandis que nous, on se trouve avec un ministre de l'Intérieur qui veut faire partir un influenceur ayant proféré des menaces et contre la France et qui est sous OQTF, et l'Algérie refuse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'Algérie refuse cet influenceur sous OQTF, mais en revanche, l'Algérie a environ 300, un peu plus de 300 illégaux clandestins sur le territoire américain, et le gouvernement Tebboune a dit qu'ils étaient d'accord pour les recueillir. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis, eux, ils peuvent faire revenir chez eux des clandestins algériens, mais nous, on ne peut pas. Donc, ça montre un petit peu le fait qu'on n'arrive pas à exercer disons que le politique n'arrive pas à imprimer sa marque, en tout cas à réaliser ce qu'il veut, parce que juridiquement, tout de suite, et d'ailleurs cet influenceur sous OQTF a été libéré de son CRA, et le tribunal de Melun, je crois, ou de Meaux, lui a accordé une somme de 1 200 euros. Donc voilà, on retombe sur un vrai problème. Les États-Unis sont confrontés aussi à une réalité où on peut faire un recours devant les tribunaux pour contester une mesure prise par le gouvernement, mais il y a quand même on va dire en ce moment en tout cas, une domination du politique, et le politique, par la voix de Trump, arrive à ses fins, ou en tout cas arrive à appliquer son programme. Régis Le Sommier, on comprend que cette stratégie, même cette posture de Donald Trump, elle fonctionne avec certains pays. Vous avez évoqué l'Algérie ou la Colombie, avec des chefs d'État qui respectent, voire se soumettent justement à cette posture. Est-ce que vous pensez que c'est le genre d'attitude qui pourra fonctionner avec les pays arabes, en l'occurrence, donc là on parlait quand même de ceux qui sont impliqués dans les prises de décision pour le redressement de la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner avec eux, ou qu'au contraire, on va voir apparaître une fois de plus une forme de crispation, peut-être pour réaffirmer leur autonomie, leur indépendance et la volonté de conserver cette souveraineté sur leur territoire? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que déjà, à l'époque où le beau-fils, excusez-moi, de Donald le beau Trump, quelque chose. Voilà, Jared Kushner, donc le mari d'Ivanka, avait mis sur pied ces fameux accords d'Abraham, cautionnés par Donald Trump, ratifié par le roi d'Arabie Saoudite, avec un certain nombre d'États aussi du Golfe. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire, ils ont permis que se nouent des relations diplomatiques. Je crois que le premier, ça avait été le Bahreïn, ensuite les Émirats arabes unis, ensuite le Maroc. Là, il y avait vraiment une inflexion de la politique internationale du Maroc, la politique étrangère du Maroc, et d'ailleurs la montée en puissance du Maroc sur l'arc méditerranéen. Mais pour ce qui est des autres pays arabes, il n'y a pas eu vraiment de protestation. Si on accepte la Turquie, qui a un rôle plus ou moins ambigu, mais qui reste quand même membre de l'Alliance Atlantique, donc quelque part sous la coupe des Américains, eh bien, qui s'est opposé finalement, qui a soutenu Gaza, qui a soutenu le Hamas à Gaza? Ce sont les puissances chiites. C'est le Hezbollah, qui est une milice chiite au Liban, qui pour certains un deuxième gouvernement au sein du Liban. Et puis évidemment l'Iran, dont le Hamas, même tout en étant d'obédience sunnite, a servi de proxy à l'Iran également. Mais très peu de pays, à part des déclarations, sont venus secourir ou sont venus soutenir le Hamas. Et donc, pardon, excusez-moi. On est tous malades en ce moment. Ouais, je crois que c'est. Pourtant, moi, je suis au grand air, là, je suis à la montagne, mais bon.
Et ça doit être le reste de pollution parisienne. Exactement. Voilà. Mais non, si vous voulez, je ne pense pas. Et je pense qu'il y a il y a vis-à-vis de Trump, ce qui est très intéressant, c'est que Trump fait peur. Quand je donnais l'exemple de la Colombie, c'est assez caractéristique. Je vais vous donner un autre exemple, qui est le Venezuela. Le Venezuela a accepté, a même devancé, sans même que Trump demande, le retour des clandestins vénézuéliens sur le sol du Venezuela. Pourtant, on sait que Maduro est quelqu'un qui a été désigné par Trump et par les États-Unis depuis longtemps comme l'homme à abattre en Amérique du Sud. On sait que même l'Iran a accepté, par exemple, vous vous souvenez, le 26 octobre dernier, Tsahal, enfin l'armée de l'air israélienne avait frappé les positions de défense aérienne de l'Iran, lors d'un raid nocturne qui avait été assez commenté à l'époque, et l'Iran avait promis de se venger en temps et en heure. Et l'Iran, au moment où Trump a été élu, a décidé de reporter ses frappes pour disait-il, donner une chance à la paix. Le président iranien également a proposé de rencontrer Donald Trump. Donc vous vous rendez compte quand même que deux adversaires des États-Unis, que sont Venezuela et Iran, quelque part sont prêts à regarder ce qui va se passer avec Trump. Également, l'Arabie Saoudite, ça paraît assez évident, puisque si les pourparlers de paix entre l'Ukraine et on ne sait même pas si l'Ukraine aura un représentant, puisque Zelensky apparemment n'y ira pas. Mais si les Russes et les Américains se rencontrent sur le sol saoudien, il y a quand même un symbole absolument incroyable d'un changement total du cœur de la diplomatie mondiale. C'est-à-dire que l'Europe, qui accueillait tous les traités au XXe siècle et même avant, est complètement hors du jeu. Alors, elle était déjà hors du jeu au moment d'Astana pour la Syrie, puisque là, c'est la Turquie qui avait pris en main un leadership dans la diplomatie mondiale, leadership renforcé quand il y a eu les accords d'Antalya, par exemple, le fameux traité de paix proposé entre l'Ukraine et la Russie, que Boris Johnson a demandé à Volodymyr Zelensky de fouler aux pieds, et qui a fait qu'il n'y a pas eu d'accord, et que la guerre en Ukraine s'est poursuivie avec les centaines de milliers de morts supplémentaires. Eh bien, ça se passait en Turquie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le centre de la diplomatie mondiale se déplace entre soit la Russie, avec soit le Kazakhstan avec Astana, soit la Turquie, et maintenant Riyad. Voilà, ça se fait sans nous, et ça se fait hors de nos frontières. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus sur la touche. Alors je peux le déplorer, moi je l'ai dit dans plusieurs interviews, des gens me disent « Ah oui, mais comment vous faites du défaitisme ?» Non, je fais de l'analyse très réaliste de ce qui est en train de se passer. Alors si on veut avoir voix au chapitre, oui, il va falloir qu'on ait un autre discours, qu'on regarde les choses de façon différente. Mais regardez, même sur la question de l'Europe, quand Trump et son équipe disent aux Européens comment augmenter votre budget de la défense, assurer vous-même votre défense. Eh bien, vous avez hier Ursula von der Leyen qui dit j'ai pris des dispositions pour que les pays de l'Union européenne augmentent leur budget de la défense. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Trump, en fait, à chaque fois, quasiment a raison. Alors, il n'a peut-être pas raison sur tout, il n'arrivera peut-être pas à transformer Gaza en Côte d'Azur, on ne sait pas comment cette histoire va se terminer, mais en tout cas, il est en train de radicalement changer le monde. Et c'est un TGV, donc vaut mieux le prendre au départ, parce que sinon, on ne peut pas rentrer dedans après. Effectivement, mais on espère qu'on aura quand même encore notre carte à jouer au milieu de tout ça. Régis, en 10 secondes, est-ce que vous pensez qu'on va quand même réussir à finalement monter dans ce TGV, et surtout peut-être à influencer sa direction? Parce que monter dedans, c'est une chose, mais se laisser embarquer ensuite n'importe où selon le bon vouloir de Donald Trump, c'en est une autre. Oui, évidemment, on ne peut pas suivre les Américains aveuglément. D'ailleurs, ils n'ont toujours, quand on regarde, depuis les affrontements qu'ils ont eus avec le général de Gaulle, qui ont largement été sous-estimés, et qui, en fait, moi je conseille vraiment aux auditeurs de lire le livre d'Éric Branca, L'ami américain, qui explique vraiment ses relations et comment de Gaulle a lutté bec et ongle contre les États-Unis, comment ça a été un affrontement terrible, et comment les États-Unis ont arrosé financièrement toute la classe politique européenne, pas européenne, française, à partir du moment où elle était anti-gaulliste. Ouais. Donc c'est très intéressant de voir que ça remonte il y a très longtemps, mais néanmoins il y a un courant atlantiste en France qui est encore très très puissant, et qui a passé son temps, sa vie, à expliquer qu'on avait les mêmes intérêts que les États-Unis, que c'était le camp de la liberté, même depuis la chute de l'URSS, où il n'y avait plus besoin... En 10 secondes, Régis.
Donc aujourd'hui, on est face à la réalité. Avec Trump, il n'y a plus de vernis, on parle plus de Lafayette, du débarquement, des choses qui nous lient aux États-Unis. On a les intérêts des Américains, et si nous, nos intérêts coïncident avec les leurs, tant mieux, embarquons et essayons de voir. Et puis en France, on a quand même la dissuasion, l'arme atomique, une grande armée. Enfin, il faut qu'on ait moins honte d'être français et qu'on mette l'accent sur ce qu'on a, sur nos forces, et qu'on arrête de se lamenter, et que sinon l'histoire passera devant nous. On tâchera de le faire et on en reparlera, Régis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et à la semaine prochaine.